Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de lecture. Comme je l'avais promis dans ma dernière vidéo, aujourd'hui je vais me concentrer sur les bandes dessinées, les romans graphiques que j'ai lus depuis le début d'année. Je commence avec Nimona de Noelle Stevenson. Alors je me suis intéressée à cette autrice Noelle Stevenson parce que j'ai découvert la série animée qui est un remake de She-Ra, qui s'appelle donc She-Ra et les princesses de pouvoir sur Netflix, qui est un remake donc, de cette vieille série des années 80, un truc comme ça. Et j'ai eu un énorme coup de cœur sur cette série d'animation. Alors au début j'étais pas extrêmement fan des dessins, mais au fur et à mesure je me suis vraiment prise à l'histoire et surtout je me suis énormément attachée aux personnages. J'ai adoré l'humour, j'ai adoré les relations entre les personnages, j'ai beaucoup aimé l'histoire, les pouvoirs, etc. C'était vraiment c'est vraiment une de mes séries préférées et je pense que ça m'a aidé à trouver aussi beaucoup de réconfort à une période où ça allait pas forcément. Donc j'ai beaucoup d'attachement à cette série et j'avais envie de découvrir ce que faisait le reste du travail en fait de Noelle Stevenson, et donc je me suis tournée vers Nimona qui est a priori une bande dessinée sur laquelle elle avait travaillé antérieurement. Donc le personnage principal de cette bande dessinée, c'est comme son titre l'indique, Nimona, qui est une femme un petit peu surprenante. Elle est pleine de surprises, elle a l'esprit un petit peu bagarreur et elle va réussir à convaincre Lord Ballister Blackheart de l'engager comme assistante. Et leur objectif à eux deux, ça va être de dénoncer les actions un petit peu suspectes menées par l'Institut, qui est une organisation sur laquelle on ne sait pas grand chose mais qui semble avoir des actions, un comportement plutôt louche. On va évoluer donc dans un univers un petit peu de fantasy médiévale, donc on va croiser des dragons, de la magie un petit peu, mais tout ça est aussi conjugué avec un aspect peut-être plus technologique, un peu science-fiction je dirais, puisqu'on a voilà, des grands ordinateurs, des machines qui permettent de faire des expériences, donc on a un peu ce mélange entre les deux mondes ce qui était déjà aussi un peu le cas dans She-Ra et les princesses de pouvoir. Il y a un ton humoristique dans Nimona que j'ai beaucoup apprécié et qui est vraiment réussi, qui ressemble d'ailleurs à celui de She-Ra si jamais vous avez vu la série. Désolée, je veux beaucoup en parler parce que on voit vraiment que ça se ressemble et que c'est la même autrice. Voilà, c'est un humour un petit peu inspiré de cartoon je dirais, et qui joue beaucoup notamment sur la différence de caractère entre Nimona qui est un petit peu hardy, qui est fougueuse, très enjouée, et le personnage de Ballister qui est plutôt un peu grognon, pas très expressif, beaucoup plus calme. Donc on a souvent des contrastes entre leurs caractères qui sont assez amusants. Et puis le pouvoir aussi de Nimona est assez drôle, je vous en dis pas plus, enfin je pense que si je peux le dire parce que ça, on le voit dès les premières planches, elle peut se transformer à peu près en ce qu'elle veut et du coup ça donne des situations un peu loufoques qui sont assez marrantes. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire va aussi prendre un aspect un petit peu dramatique, notamment quand on va s'intéresser au passé des deux personnages et notamment à l'origine des pouvoirs de Nimona. D'ailleurs, au début, on va voir que les chapitres sont vraiment très courts, très axés sur l'humour, et au fur et à mesure, ils vont s'allonger et on va avoir une part plus importante de moments sérieux, de moments dramatiques qui vont permettre d'ailleurs au nœud de l'intrigue de se mettre en place progressivement. C'était vraiment une lecture très agréable, très détente. Où voilà, comme je disais, c'est bien rythmé parce qu'au début on a vraiment des chapitres qui sont plutôt courts, qui permettent de se familiariser avec les personnages et l'univers progressivement, puis peu à peu les chapitres s'étendent et on a droit à des révélations de plus en plus importantes et on prend connaissance vraiment d'enjeux qui sont finalement plus importants qu'ils n'en ont l'air. Et ce que j'ai aussi apprécié, ce sont les relations entre les personnages qui prônent vraiment la bienveillance, de la tendresse et qui réchauffent vraiment le cœur, et c'est quelque chose que j'avais déjà adoré dans She-Ra et que j'ai retrouvé ici. Le dessin est très coloré et il peut sembler un petit peu minimaliste, moi ça m'a pas du tout dérangé et au final j'ai trouvé que ça allait plutôt bien avec le ton un peu cartoon au début du livre, et ça n'empêche pas non plus de faire passer des moments un peu plus durs. Donc pour moi c'était vraiment une chouette bande dessinée, je vous la recommande très chaudement. Et je suis vraiment curieuse de ce que va continuer à faire Noelle Stevenson par la suite parce que j'apprécie vraiment son travail et les valeurs, les idées qu'elle véhicule dans ses travaux. Ensuite, j'ai lu Dans le Palais des Miroirs de Liv Stromkist. Alors, c'est la deuxième œuvre que je lis de cette autrice et dessinatrice, puisque j'avais déjà lu Les Sentiments du Prince Charles, sur lequel je suis assez mitigée, plus sur la forme que sur le fond finalement, parce que je trouvais que voilà, il y avait beaucoup de textes, que le type de police et la taille des caractères permettaient pas forcément de bien pouvoir lire et de suivre de façon plutôt agréable l'œuvre. Dans Le Palais des Miroirs, on est sur une bande dessinée cette fois-ci qui est avec des couleurs et je dirais même très colorée. Et je trouve que ça a facilité la lecture, ou en tout cas ça l'a rendue plus attrayante dans mon cas. Dans ce volume, l'autrice elle va s'attaquer au thème de l'idéal de beauté féminine et
qui est transmis aujourd'hui beaucoup par les photos qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Et elle va développer son approche sur plusieurs axes. Par exemple, elle va nous parler, elle va analyser un peu le succès de l'influenceuse Kylie Jenner. Elle va s'intéresser par exemple à un mythe biblique de Rachel, Jacob et Léa. Elle va aussi parler de la dernière séance photo de Marilyn Monroe, la belle-mère de Blanche-Neige ou encore l'impératrice Sissi. Donc comme dans les pressentiments du prince Charles, elle va s'appuyer vraiment sur des exemples de personnages historiques, sur des anecdotes, sur des célébrités ou sur des personnages qui sont connus dans l'imagination, dans l'imaginaire, dans les imaginaires communs on va dire. Et elle va faire cela en s'appuyant sur le discours de philosophes, d'historiens, historiennes et également de sociologues. Et grâce à ça, Liv Stromquist, elle va en fait nous expliquer par exemple ce que c'est le désir mimétique, celui qu'on a d'imiter les autres, ou encore nous expliquer un petit peu les liens entre l'amour et l'apparence, ou encore entre l'âge et la beauté. Et voilà, je trouvais que c'était vraiment un ouvrage très très chouette, vraiment complet et toujours avec ce ton un petit peu ironique. Moi j'ai trouvé vraiment par exemple que la partie sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, est assez prenante et même un peu effrayante. On se dit que voilà, ça vaut même plus le coup de rester sur les réseaux sociaux et enfin, quand on voit à quel point ça peut nous influencer et ça remet vraiment en question en fait l'usage que nous on peut en faire. Pour moi, cet ouvrage il me confirme que Stromquist c'est un travail qui est solide, qui est pertinent et qui permet vraiment de partager de façon pédagogique des concepts qui nous touchent je pense au quotidien. Et je pense aussi qu'on peut se dire à première vue que voilà, elle va annoncer un peu des vérités sur les rapports entre beauté, âge et tout ça. Ah oui, les femmes qui vieillissent, on les trouve moins belles forcément, blabla. En fait c'est beaucoup plus subtil, enfin ça va beaucoup plus loin que ça. Elle apporte vraiment des anecdotes que je trouve assez fouillées en fait. Je trouve qu'elle apporte vraiment des anecdotes, des idées qui sont assez fouillées et qui expliquent vraiment des phénomènes qui se passent et qu'on n'explique pas forcément directement. Donc vraiment non, c'est un travail qui a tout son sens et je trouve, encore une fois je leur dis, je trouve ça vraiment chouette que ça soit mis sous forme de bande dessinée. Pour le coup ici j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile de s'approprier les concepts, de les aborder sur cette façon-là. J'ai lu Peau d'homme de Hubert et Enzyme. Alors je n'ai pas la bande dessinée sur moi parce que je l'avais empruntée à quelqu'un. Et je l'ai vraiment adoré, c'est une très très chouette bande dessinée. Ça prend place dans la Renaissance italienne puisqu'on va suivre le personnage de Bianca qui s'apprête à être mariée à Giovanni. C'est un homme qu'elle ne connaît pas et qui n'a pas du tout l'air de s'intéresser à elle. Et la tante de Bianca, quand elle va constater un petit peu le désarroi de sa nièce, va lui partager un secret de famille qui est détenu uniquement par les femmes. Et c'est une peau d'homme, un habit qui dès qu'on l'enfile transforme en homme. Donc le soir, Bianca revêt cet habit, cette peau d'homme, et devient Lorenzo, et elle peut alors parcourir les rues de sa ville pour découvrir le monde sous un autre regard, sous un nouvel angle. Et du coup, grâce à ça, elle va essayer d'en apprendre un peu plus sur son fiancé, et elle va aussi s'affranchir finalement des règles qui sont imposées aux femmes. Et en même temps, ça va lui permettre de découvrir vraiment l'amour et la sexualité avec cette apparence. C'est vraiment un récit d'émancipation, je pense qu'on peut le considérer clairement comme féministe puisque ça va interroger un petit peu notre rapport à la sexualité, notre rapport au genre, et c'est aussi une histoire qui va s'attaquer violemment aux dictats religieux, notamment tout ce qui va être les réactions qui vont être liées à des relations homosexuelles dans les bandes dessinées. On va avoir une forte opposition religieuse à ces relations-là, et donc justement ces personnages, je crois que c'est un curé je crois, ou un évêque, je sais plus, qui est complètement ridiculisé pour un petit peu dénoncer ces dictats-là. Et on va aussi constater par exemple la différence de traitement entre par exemple une femme qui tromperait son mari et l'inverse. Quand un mari trompe une femme, on voit que les personnages vont pas du tout être traités de la même façon. La femme va être sévèrement punie tandis que le mari peut continuer à tromper sa femme en toute impunité. C'est vraiment une histoire qui prône, je pense, l'ouverture d'esprit et surtout beaucoup la liberté, tout en en demeurant dans le respect des autres et la bienveillance. Donc je trouvais que c'était une belle approche. Et puis surtout, un autre point que j'ai beaucoup aimé dans cette bande dessinée, c'est les dessins qui sont absolument magnifiques. On est sur un style vraiment très coloré, moi j'aime beaucoup ce genre de choses, mais aussi des décors qui ressemblent un petit peu aux peintures de la Renaissance italienne, donc à cette esthétique-là qui est un petit peu reprise. Et donc c'est un aspect que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'est vraiment une superbe BD, ça a été un coup de cœur pour moi et je vous la recommande très chaudement. J'ai lu Maus d'Art Spiegelman, qui est un roman graphique très connu, qui a notamment reçu le prix Pulitzer, et que j'ai dû lire pour la première fois je pense au collège ou quelque chose comme ça.
Alors c'est un double récit en quelque sorte, puisqu'on va avoir d'un côté l'auteur Art Spiegelman qui nous raconte un petit peu sa relation avec son père et qui va recueillir le témoignage de son père qui a été déporté dans des camps de concentration. Donc c'est un rescapé hein, du génocide juif, et son père va lui raconter un petit peu toute la montée du nazisme en Pologne, les humiliations, puis la déportation et enfin la survie dans les camps de concentration. Donc c'est des moments, vous vous en doutez, qui sont très difficiles et qui ne sont... alors certes les personnages dans l'histoire sont représentés par des animaux, mais en fait la noirceur du trait va vraiment très bien retranscrire la terreur et la violence auxquelles peuvent être sujettes en fait les personnages. Donc c'est pas un trait du tout qui va atténuer cette tragédie. Au contraire, il va plutôt la mettre en avant et accentuer ces aspects-là. Chaque animal dans Maus représente finalement une catégorie sociale, un peuple on peut dire. Les souris par exemple sont des juifs et des juives, les cochons sont le peuple polonais, les chats sont les nazis, les chiens sont les américains, et on a même par exemple une grenouille qui représente un rescapé français dans un camp. Je vais dire des évidences, mais c'est effectivement un témoignage qui est extrêmement important, indispensable, qui a toujours du sens en fait en 2022, notamment quand on voit les montées de certains régimes dans toute l'Europe. Et en France aussi de toute façon. Et c'est un livre qui m'a rappelé un jeu que j'ai fait il y a pas très longtemps qui s'appelle Svoboda, Libération 1945, qui est un jeu vidéo qui met en scène finalement l'histoire d'un village en République tchèque, où on va voir le témoignage d'habitants sur ce qu'ils ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait et très bien documenté. Historiquement c'est vraiment très intéressant, et on se rend vraiment compte aussi qu'il y a des aspects de la Seconde Guerre mondiale dont on n'est pas trop au courant je pense, parce qu'on est dans une vision à mon avis très centrée sur la France, mais en fait il s'est passé beaucoup de choses dans les pays à l'Est durant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de mouvements de population, beaucoup de tensions dont on n'est pas forcément au courant et que je connaissais pour ma part pas du tout. Donc ce jeu m'avait vraiment permis de voir autre chose, d'avoir un autre point de vue et de vraiment comprendre à quel point c'était vraiment une guerre mondiale finalement. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant et qui est vraiment complémentaire avec ce que fait Maus. Donc je vous le recommande. Malheureusement le jeu n'est je crois disponible que en anglais. J'espère qu'un jour il y aura une traduction française digne de ce nom, parce que c'est vraiment un jeu intéressant dans son approche et dans ce qu'il nous partage. Je termine avec Hailey et Ivy de Jodie Hauser et de Adriana Melo. Donc c'est un comic que j'ai vu passer sur Twitter je crois un jour, et j'aime beaucoup l'univers de Batman et j'aime encore plus les personnages féminins de Batman, donc j'ai pas hésité une seule seconde à me procurer ce one shot. Alors très brièvement le plot, Poison Ivy a été miraculeusement rescapée d'un combat, mais elle a quand même du mal à se régénérer, à se remettre en forme, et du coup Harley Quinn va tout faire pour aider son amie et prendre soin d'elle. Et la difficulté c'est que très vite les deux femmes elles vont être poursuivies par un nouvel antagoniste, je sais pas, mais un antagoniste en tout cas, qui lui aussi, comme Poison Ivy, possède des pouvoirs végétaux on peut faire pousser des plantes, etc. C'était vraiment une lecture que je dirais cheesy, dans le sens où c'était une lecture vraiment confort, agréable, satisfaisante. C'est vraiment ma lecture détente du soir, avec une histoire qui clairement, on va pas se mentir, n'est pas particulièrement incroyable, mais juste se laisse suivre, et voilà, une petite histoire sympa comme on pourrait en trouver dans beaucoup de comics je pense. Moi ce qui m'a plu je pense c'est surtout de retrouver deux personnages féminins que j'aime beaucoup dans l'univers de DC, que sont Harley Quinn et Poison Ivy. Alors ce qui me fait un peu sourire c'est que dans le résumé elles sont décrites comme étant deux très bonnes amies, deux meilleures amies, alors qu'on a clairement des dialogues et des scènes dans ce comics qui nous suggèrent qu'il y a quand même un peu plus entre elles. Et ce qui m'a amusé aussi, c'est que ces deux femmes qui sont aux commandes pour ce one shot, je suis pas une experte du tout de comics, mais il me semble quand même que c'est quelque chose de suffisamment rare pour être souligné. Et ça se voit un petit peu d'ailleurs dans l'écriture, dans la façon dont sont présentées les deux femmes, j'y reviendrai un petit peu après. Ce qui m'a beaucoup plu clairement dans Harley et Ivy, c'est les dessins qui sont absolument magnifiques. Déjà c'est très coloré, moi j'aime beaucoup la couleur et c'est pour ça aussi que j'apprécie la lecture de comics. Et on a bien sûr une Harley et une Ivy qui sont absolument magnifiques. Alors c'est vrai que les comics ont tendance à hypersexualiser leurs personnages en général, et c'est le cas ici, ça n'est pas exception à la règle.
Il y a vraiment la volonté de mettre en avant la musculature, le côté imposant des super-héros, des super-héroïnes. Mais ici en fait j'ai pas trouvé que c'était très gênant parce que ça dépend en fait, l'hypersexualisation pardon, je trouve que ça peut être intéressant dans certains cas, tout dépend en fait ce qu'on en fait. Ici donc on a Harley et Ivy qui en imposent vraiment. Sur certaines planches on voit vraiment leurs muscles, on voit vraiment leur force au combat et c'est vraiment impressionnant. Et ce que je remarque c'est qu'on n'a pas un regard sur elles qui est un espèce de regard un peu masculin, un peu voyeuriste, dans le sens où elles sont pas vues comme des choses, comme des objets. Alors je pense qu'elles sont vues un peu, si elles sont faites pour être désirables, mais elles sont pas vues comme, elles sont pas objectives, comment dire, elles sont pas réifiées. Elles sont complètement maîtresses de leurs actions parce qu'à un moment donné il y a un personnage masculin dans l'histoire, d'ailleurs il y a très peu de personnages masculins dans cette bande dessinée, c'est marrant. Il y a un des personnages masculins qu'on rencontre qui a un regard un petit peu voyeur, malveillant sur elle, et tout de suite, avant même que les choses aillent plus loin, les deux personnages féminins reprennent la situation en main et écrasent ce personnage masculin. Donc je trouve qu'il y a quand même une approche qui n'est pas habituelle, ou en tout cas qui mérite d'être soulignée en tout cas. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Poison Ivy qui sur certaines planches a vraiment un aspect de géante, elle est vraiment hyper impressionnante. Après je pense que voilà, il faut pas se mentir, on reste dans des représentations quand même qui sont très normées, qui restent quand même dans un certain type de standard de beauté, un peu moins quand même classique que ce qu'on trouve habituellement, mais quand même. Donc voilà, faut pas se mentir non plus, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une approche dans leur façon de les représenter qui était chouette et je pense que c'est ça qui m'a aussi beaucoup plu. Donc c'était vraiment une très chouette lecture. J'ai l'impression en France par contre qu'on n'a pas encore trop de comics sur les personnages féminins de DC. Alors pour Harley Quinn je crois quand même qu'il y en a pas mal maintenant. Il y a notamment Breaking Glass qui me tente beaucoup. J'ai entendu beaucoup de bien sur la scénariste. Pour Poison Ivy par contre, vraiment j'ai l'impression que c'est tout à fait inexistant. Il y a un ouvrage que j'ai réussi à trouver d'occasion qui est Les Contes de Gotham avec voilà, donc Poison Ivy sur la couverture, donc j'imagine que ça va parler d'elle, j'espère. Dans tous les cas, c'était une très bonne lecture et je vous le recommande chaudement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces bandes dessinées et à me faire aussi des recommandations si vous en avez, c'est toujours avec plaisir que je vous lis. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!